2023, pardon, quel bilan tirez-vous de l'implémentation du plan Sénégal émergent? Alors, d'abord un bilan de satisfaction parce qu'il faut rappeler le contexte dans lequel le plan Sénégal émergent a été mis en place par le président Macky Sall. Nous avons eu des décennies d'efforts de notre administration, de volonté politique par les prédécesseurs du président de la République qui nous ont permis d'avoir des croissances de l'ordre de 2% dans les années 60-70, une moyenne, 3% en moyenne sur les années 2000. Et le président de la République a voulu qu'il y ait davantage de productivité, une croissance plus importante et qu'elle soit mieux partagée par les populations, avoir une inclusivité sociale. Et avec cette ambition, il nous a fallu d'abord faire un effort de planification. C'est pour ça qu'on a un plan Sénégal émergent qui va au-delà de la durée des mandats du président de la République. Donc une planification minimale sur 20 ans pour permettre au Sénégal d'entrer dans l'émergence économique. Donc, et ce plan est divisé en deux séquences. D'abord une première séquence 2014-2019 qui est le PAP 1 et puis le PAP 2 2019-2023. Donc c'est un bilan satisfaisant puisque de façon synthétique, on peut le dire, le Sénégal a quitté une trajectoire de croissance de 1,7% en 2011. Avec le plan Sénégal émergent, nous sommes aujourd'hui à une trajectoire de croissance de 6% en moyenne sur les 5 dernières années. Donc c'est une croissance multipliée par 4 avec des recettes budgétaires plus importantes et des efforts sociaux qui sont faits en direction des populations, comme le dit le président, pour briser la chaîne de transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Écoutez, monsieur le ministre, nous allons donc rentrer un peu plus en détail dans ce bilan que vous jugez plus que satisfaisant. Et on a envie de savoir, parce que dans ce plan Sénégal émergent, l'un des piliers majeurs concernait justement la transformation structurelle de l'économie sénégalaise pour booster la croissance. Ça, c'était donc l'objectif. 7 ans après sa mise en œuvre, donc, quelles sont aujourd'hui les réformes majeures engagées et où abouties? Et quel en sont l'impact aujourd'hui sur la vie quotidienne des Sénégalais? Tout d'abord, vous avez parlé de la transformation structurelle de l'économie. Il y avait de la croissance avant le plan Sénégal émergence. Mais quel type de croissance? Nous avions une croissance qui était issue de deux secteurs majeurs, c'est les télécommunications et les services financiers. C'est dû au développement d'Internet, au développement de tous les services à valeur ajoutée qui sont d'ordre financier, la microfinance, mais aussi tout ce qui est autour de la téléphonie, le mobile banking, le mobile money et autres. Mais le président de la République a insisté pour que dans le plan Sénégal émergent, qu'on augmente le spectre de moteurs de croissance. Je vous ai parlé de télécommunications, de services financiers. On a voulu que l'agriculture crée davantage de valeur ajoutée, participe davantage à la croissance, participe davantage à la constitution de notre PIB. Que l'industrie commence à renaître. Nous, quand on était jeunes, quand on était, bon, on est toujours jeune, quand on était peut-être moins âgé que cela, il y avait des usines qui fabriquaient des chaussures, une certaine industrie qui fabriquait des piles, mais qui ont disparu. Pourquoi? Parce qu'on avait un manque de compétitivité. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments, des prérequis à l'industrialisation qui n'existaient pas en Afrique. C'est la disponibilité de l'électricité, ce sont les infrastructures de transport qui permettent aux investisseurs de faire davantage confiance à nos pays qui sont en voie de développement. C'est aussi des questions comme l'environnement des affaires. Donc ce sont ces efforts-là que nous avons fait pour pouvoir booster la croissance. Et cette croissance, aujourd'hui, nous a permis de diversifier. Je vous donne un exemple. Sur l'agriculture, il est éminemment utilisateur de main-d'œuvre, alors que les services financiers sont éminemment capitalistiques et utilisent moins de main-d'œuvre. Donc sur l'agriculture, le Sénégal est passé par exemple sur un produit phare qui est l'arachide qu'on a connu depuis les années 60, de 400 000 tonnes de production à
presque 1 600 000 tonnes en 2020. Donc c'est un effort, c'est vrai qu'il y a eu la pluviométrie, mais il y a aussi les efforts de l'État, la sélection des semences, la formation des agriculteurs, l'encadrement et les investissements massifs qui ont été faits dans l'agriculture. Le Sénégal est un pays qui importe beaucoup de riz. Nous sommes passés aussi de 400 000 tonnes à 1 200 000 tonnes en 2019. Aujourd'hui, nous sommes passés à 1 600 000 tonnes avec la pluviométrie extraordinaire qu'il y a eu. Non, de production locale. 1 600 000 tonnes de production locale. Donc on a multiplié par 4 nos productions d'arachide, on a multiplié par 4 notre production en riz, on a décuplé, multiplié par 10 nos exportations de produits horticoles, sans compter la pomme de terre, tout ce qui est oignons et autres. Donc ça montre à quel point le secteur de l'agriculture a connu vraiment une dynamique qui a permis d'impacter notre croissance et de nous permettre d'avoir une croissance encore plus généreuse, mais une croissance aussi qui est centrée sur des produits qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre au niveau local, qui mobilisent beaucoup de personnes et qui mobilisent beaucoup de régions. Donc davantage de richesses, mais des richesses dont la source est encore plus partagée, dont la source est encore plus éparpillée. Dans le même ordre d'idée, le plan Sénégal émergent ambitionnait également de faire émerger d'autres secteurs, jusque-là qui étaient peut-être embryonnaires, mais surtout aussi de rendre plus attractif le climat des affaires au Sénégal. Où en êtes-vous concrètement? À quels résultats êtes-vous parvenu à ce jour? Tout à fait. Vous savez, le plan Sénégal émergent, c'est la conjonction de plusieurs facteurs. Ce sont 27 projets phares et 17 réformes phares. Et sur les 27 projets phares, vous avez l'agriculture, vous avez souvent des questions comme l'industrie, le hub industriel, le minier, le hub logistique. Mais ce sont des secteurs qui, lorsqu'on les titille, lorsqu'on fait en sorte qu'ils puissent produire davantage, qu'ils soient dynamiques, qu'on ait les infrastructures qu'il faut, avec un adjuvant de taille, les réformes, on a un écosystème qui nous permet de produire davantage et d'impacter davantage notre croissance. Donc, vous l'avez dit, c'est l'agriculture qui était dynamique, mais qui n'arrivait pas à ce niveau-là. C'est aussi l'industrie. Vous savez, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas assez d'électricité, vous ne pouvez pas être compétitif. Le moteur de l'industrie, c'est la compétitivité. Le moteur de la compétitivité, ce sont les coûts des facteurs. Faire en sorte qu'on ait de l'électricité en quantité, mais aussi à des prix abordables. Avoir la formation professionnelle qu'il faut. Professionnaliser nos enseignements. Ne pas avoir seulement des diplômes généralistes qui nous créent pas assez de techniciens supérieurs ou de diplômes intermédiaires qui puissent intervenir dans la production. Donc ce sont tous ces facteurs. Donc il y a l'industrie, il y a le secteur des mines qui participe davantage à la formation du PIB, mais aussi en recettes budgétaires. Il y a aussi d'autres secteurs comme l'industrie qui commence, l'aquaculture, qui viennent en renforcement de ceux de la pêche traditionnelle qu'on connaissait. Oui, mais vous le savez très bien, monsieur le ministre, tout ceci ne peut être mis en œuvre que s'il y a une offre conséquente en énergie. Et c'était l'un des maillons forts de ce programme-là. Il fallait donc booster l'énergie. À quel niveau vous situez aujourd'hui? Est-ce qu'on a pu accroître l'offre énergétique en quantité et en qualité? Et surtout, est-ce que aujourd'hui la tendance des coûts est baissière ou plutôt haussière? Vous savez, du point de vue de l'électricité, le Sénégal a fait des pas de géant. Puisque de 1960 à 2012, le Sénégal ne comptait que 500 MW de capacité de production. 500 MW. En 2019, nous étions à plus de 1000 MW, c'est-à-dire 1 gigawatt, 1100. Aujourd'hui, en 2021, nous sommes à 1500 MW. Donc, le Sénégal a créé des capacités de production d'électricité, plus de capacités de production d'électricité de 2012 à 2021 que de 1960 à 2012. On a triplé nos capacités entre 2012 et maintenant. Et c'est au bénéfice de notre économie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez la sidérurgie qui renaît.
À l'entrée de Dakar, vous voyez des usines qui fabriquent du fer sur place. Vous avez aussi l'électricité en bouche. L'électrification rurale, nous sommes passés de 24% à 58% d'électrification rurale. Nous sommes passés aussi de 0% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité à presque 22%. Nous allons arriver à 30% d'ici 2024. Donc tout cela, ce sont des innovations qui permettent au Sénégal de devenir autosuffisant en production d'électricité. Maintenant, il reste le défi de l'efficience, c'est-à-dire produire à moins de coûts. Nous l'avons déjà réalisé, mais nous devons le réaliser davantage avec l'arrivée du pétrole et du gaz pour nous permettre d'être encore plus compétitifs pour pouvoir attirer des investissements directs étrangers et créer un écosystème industriel qui puisse rivaliser avec ceux de la sous-région. Alors, un Sénégal hub logistique, un Sénégal hub industriel et un Sénégal hub de services régional, vous y croyez vraiment? Alors qu'à côté, on a quand même des géants comme le Nigeria et des pays, des jeunes premiers comme le Bénin et autres qui pointent également leur nez. Quels avantages compétitifs propose aujourd'hui le Sénégal pour véritablement leader ce domaine-là? C'est d'abord une question d'ambition. Et le président de la République en la matière a une ambition affichée, c'est de devenir le hub industriel, le hub régional, le hub logistique de référence pour la sous-région. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous les atouts naturels. D'abord, la proximité. Nous sommes à 5 heures de Bruxelles, 8 heures de New York. Nous avons les infrastructures qu'il faut, l'aéroport de dernière génération qu'il faut. Nous sommes en train de travailler sur un port minéralier vraquier de Bargny et un nouveau terminal à conteneurs, un port à Ndayan avec Dubai Port World. Et nous avons les infrastructures de connexion, l'autoroute à péage qui va aujourd'hui jusqu'à Touba, au centre du Sénégal, qui ira demain jusqu'à Kaolack, qui ira demain jusqu'à Saint-Louis pour relier la Mauritanie, demain qui ira jusqu'à la frontière avec le Mali. Donc le Sénégal est en train de se doter des moyens de son ambition. Cette ambition du président Macky Sall de faire en sorte que nous soyons la plaque tournante. Il faut des réformes qui sont en train aussi d'être mises en œuvre pour pouvoir arriver à cela. Donc c'est bien possible si nous y croyons et si nous y mettons les moyens. Et le président de la République est en train de mettre les moyens avec tous ces éléments que je viens de vous dire. D'accord. Et le Sénégal se positionne aussi en Afrique comme l'un des chantres du développement durable. Mais beaucoup moquent cette position en se disant que c'est un hobby de riches. Parce que pour prétendre faire du développement durable, il faut avoir le minimum. Est-ce que ce n'est pas comme on dit, est-ce que ce n'est pas un caprice de jeunes premiers? Vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, la base industrielle, vous venez de le dire, cette base industrielle est encore à mettre en place, mais déjà on veut parler de développement industriel, de développement durable. Est-ce que ce n'est pas un peu essayer d'imiter les pays riches en Occident qui peuvent se le permettre, surtout quand on connaît le coût de la mise en œuvre de ces développements industriels durables? Alors ma conviction, et c'est celle de l'État du Sénégal, du président de la République, c'est que les deux sont compatibles. Ce n'est pas le développement ou le respect de l'environnement. Les deux peuvent aller ensemble. Je pense que nous devons apprendre des erreurs des pays développés qui ont peut-être, avec l'époque de l'industrialisation, développé l'industrie au détriment du respect de l'environnement. Je pense qu'on peut développer notre économie industrialisée tout en respectant. Je vous donne un exemple. Le Sénégal a multiplié par 3 sa capacité de production en électricité, mais a réservé 30% de ses productions aux énergies renouvelables. Alors qu'il y a beaucoup de pays de l'OCDE, beaucoup de pays de l'Union européenne qui n'en sont pas encore à ce niveau. Donc c'est bien possible. Si autant on multiplie par 3, autant 30% de notre production vient de ces énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables aujourd'hui sont une solution. Je donne un exemple. Nous avons un défi d'accès à l'électricité, d'accès universel à l'électricité pour le monde rural. Peut-être qu'il y a quelques décennies, quand on parlait d'énergie renouvelable, de solaire, les infrastructures étaient chères, mais aujourd'hui peut-être les infrastructures sont moins chères. Mais en tout cas, le Sénégal le réussit. Nous avons des parcs éoliens
Nous avons des parcs solaires qui fonctionnent bien avec des investisseurs privés, ce qu'on appelle les IPP, des partenariats publics-privés sur l'électricité. Donc c'est bien possible. Le développement peut s'accommoder du respect de l'environnement. C'est un défi pour le monde. Ce que nous devons faire, c'est de ne pas aller sur l'un tout en oubliant l'autre. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le monde dans lequel nous vivons, la Terre nous a été léguée et demain nous devons le léguer à des générations futures. Si nous sacrifions cette nature généreuse qu'on a mis à notre disposition, nous sacrifions aussi peut-être des générations futures en leur donnant une industrie, en leur donnant des technologies, mais en leur léguant aussi un réchauffement climatique, en leur léguant aussi des changements climatiques qui rendent invivable la Terre. Donc c'est une question d'ambition, mais c'est aussi une question de responsabilité. Et moi je trouve que l'ambition et la responsabilité peuvent aller de pair. Oui, j'entends bien, monsieur le ministre, mais lorsqu'on voit même certains pays occidentaux qui freinent des quatre fers, parce que même là-bas, l'unanimité n'est pas faite autour de ces questions-là, et surtout quand on voit le coût de revient pour la mise en place de ces solutions dont nous n'avons pas la technologie, est-ce que finalement ces pays-là occidentaux qui veulent nous pousser dans cette voie-là, est-ce qu'ils n'ont pas beau jeu finalement de nous vendre des technologies dont eux seuls ont aujourd'hui la solution? La stratégie du président de la République en la matière a été très prudente, vous l'avez vu. Ce sont des partenariats publics-privés, donc des privés qui prennent le risque technologique, qui prennent le risque financier, qui prennent le risque commercial et qui s'installent et qui nous produisent de l'électricité à un coût moindre. À un coût moindre. Vous allez à Taïbandiaï, vous allez à Bokhol, vous pouvez voir ce que le Sénégal a réalisé en partenariat avec des investisseurs. Donc je pense que l'approche doit changer et ça peut nous permettre de régler des problèmes dans des zones où peut-être l'électricité issue des énergies renouvelables est plus bon marché et plus accessible du point de vue coût pour nos populations. En tout cas, le Sénégal a une expérience en la matière depuis 5 ans, 6 ans qui fait le bonheur des populations et le bonheur de nos finances publiques. Dans le plan Sénégal émergent, il y a également le capital humain. Le capital humain, parce que tout cela ne peut être mis en œuvre que s'il y a la ressource humaine qualifiée, en tout cas, qui comprend les enjeux. À ce niveau, où en êtes-vous avec la formation, la révolution des mentalités? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, de façon générale, la ressource humaine suit la vision politique qui est... Tout à fait. Il faut d'abord camper le décor. Nous sommes dans un environnement assez particulier. Vous le savez aujourd'hui, 75% de la population du Sénégal est constituée de jeunes qui ont moins de 35 ans. Donc ça crée un besoin de dépenses en formation et en santé qui est très importante. D'où une difficulté à pouvoir prendre en charge tout cela. Mais je pense que le mérite du plan Sénégal émergent est que le président de la République, Macky Sall, a très vite vu qu'il fallait pas seulement nous donner une croissance importante, nous donner davantage de recettes budgétaires sans pour autant prendre en compte les questions sociales. Créer de l'inclusivité, c'est le mot qu'il utilise d'habitude, faire en sorte que chaque Sénégalais puisse évoluer dans le même sillage que notre économie.
Et ces années de croissance entre 2012 et 2020 nous ont permis d'avoir davantage de recettes budgétaires. Mais ces recettes budgétaires ont été investies dans les infrastructures pour nous permettre d'être davantage compétitifs, pour avoir davantage les moyens de pouvoir produire de l'électricité, d'avoir des voies, d'avoir des universités. Pour parler de capital humain, mais d'abord de donner à ceux qui n'en ont pas. Au Sénégal, il y a la politique des bourses de sécurité familiale qui permet à presque 500 000 familles sénégalaises de recevoir chaque année un transfert cash d'argent de la part de l'État pour leur permettre d'avoir le minimum social. Des personnes qui ne... Première chose, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la question de la santé. Parce qu'avant la formation, il faut avoir un minimum pour vivre. Donc il y a des gens qui n'avaient jamais bénéficié de concours de l'État. On a créé la carte de l'égalité des chances. 50 000 personnes qui bénéficient de la carte de l'égalité des chances. La couverture maladie universelle. Avant 2012, il n'y avait que 20% de Sénégalais qui disposaient de la couverture maladie universelle. C'est quoi la couverture maladie universelle? Vous vous abonnez avec 3 500 francs CFA, l'équivalent de 5 € par an, et vous avez la possibilité d'être soigné partout où vous allez dans les structures de santé publique en payant juste 20% du montant de la consultation ou des actes médicaux. Et en payant pour des médicaments dans une pharmacie, 50% des médicaments s'ils sont génériques. D'abord, c'est un effort, ce n'est pas parfait, mais c'est d'abord un effort qui permet à beaucoup de nos compatriotes d'avoir accès aux soins de santé qui deviennent de plus en plus chers. Donc, l'accès au minimum social, l'accès à la santé, l'accès à la formation, de nouvelles universités, mais surtout la professionnalisation des formations. Le Sénégal, c'était 90% des formations qui sont des formations généralistes. À l'université, on a 50% des apprenants des étudiants qui font une formation littéraire. Donc l'idée, c'est de créer des ISEP. Nous avons créé des ISEP, des instituts supérieurs d'enseignement professionnalisé, pour avoir davantage de formations professionnelles. Mais plus important, nous avons réformé 469 curricula au niveau de l'enseignement supérieur, pour faire en sorte que les gens aient plus de formations professionnalisantes que de formations diplômantes. Faire en sorte qu'on puisse, par les stages, les conventions avec les entreprises, les formations intermédiaires, permettre à nos jeunes d'être prêts à l'employabilité, devenir des produits qui sont aptes à être aspirés par le marché du travail, parce que chaque année, nous avons 200 000 jeunes qui entrent dans le marché du travail. Donc, davantage préparer nos jeunes en leur donnant la santé dans les familles, le minimum social, en leur permettant d'avoir une formation qui est conforme aux besoins de notre économie. Et ça se fait de plus en plus. Et vous le voyez, la semaine prochaine, le 22, la République va recevoir les jeunes